Alors Anne, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Alors, où se trouve-t-on aujourd'hui? Eh bien, nous sommes à Mortain, donc une petite ville du sud de la Manche, en Normandie, Basse-Normandie. Et on est donc à la frontière avec la Bretagne. On surveille s'il y a des incursions bretonnes qui se passent. C'est plutôt tranquille en ce moment, de ce côté-là? Plutôt tranquille en ce moment, voilà. Tout ça étant bien organisé pour que les Bretons ne passent pas en Normandie. C'est une bonne chose, merci. On va pouvoir clôturer l'émission, tout est dit. Alors, on a le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui parce qu'il y a un combat qui vous anime en ce moment, à savoir un combat pour la lutte de l'école et la possibilité de faire l'école à la maison, enseignement à domicile. C'est ça, plus largement la liberté éducative dans son ensemble. Vous ne menez pas ce combat seul? Et non, je le fais dans le cadre de l'association Antigone. Donc c'est un mouvement de femmes qu'on a créé avec 4 autres jeunes femmes en 2013, donc à peu près au moment des manifs pour tous. Isole Turan et Mathilde Gillin s'étaient rencontrées et souhaitaient monter quelque chose qui permette d'avoir en fait un autre discours sur la féminité que ce qu'on entendait, que la doxa qu'on entendait un petit peu partout. Et donc on s'est retrouvés finalement à 5 à fonder ce mouvement. On a commencé, on était donc toutes jeunes parisiennes, on a monté des salles de conférences à Paris, à Marseille et à Lyon. Donc ça a duré pendant 3-4 ans. Et ensuite chacune a vécu sa vie. Tout le monde s'est réinstallé un peu dans ses provinces natales, on a eu des enfants, on s'est mariés. Et du coup, on a un petit peu fait évoluer aussi le mouvement et on s'est recentré sur le travail un peu plus de réflexion et de diffusion d'idées sur différents sujets. Le but d'Antigone, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, de donc, proposer un autre discours sur la féminité et sur tous les sujets d'actualité qui peuvent concerner les femmes. Donc ça nous a permis de brosser assez large, surtout avec les obsessions du gouvernement concernant ces sujets-là. Et évidemment, on s'est mis sous le patronage de cette figure d'Antigone. En fait, nous, un de nos combats, c'est tout simplement celui en faveur de la loi naturelle, donc de l'ordre naturel du monde. On se met dans l'héritage politique d'Aristote et de saint Thomas. Et en fait, la complémentarité homme-femme s'inscrit dans une de ces lois naturelles qui permettent au monde de fonctionner avec ordre et de fonctionner tout court. Et donc voilà, l'autre prémisse, j'allais dire, sur laquelle on se base, c'est cette idée d'une différence entre les sexes et surtout qui se manifeste sous la forme d'une complémentarité. Voilà, donc c'est le cœur de notre travail. Et donc l'actualité nous a fait beaucoup travailler sur les questions de liberté publique et d'éducation, parce que les deux se rejoignant, on a depuis des années des lois qui se multiplient pour restreindre les libertés éducatives des parents. Voilà, donc ça c'est le gros combat du moment. Et à l'origine, donc, vous disiez cette autre manière de vivre la féminité selon les lois naturelles. En gros, quels étaient les combats et les actions que vous pouviez mener? C'est vrai que ces dernières années, comme vous l'avez dit, ça s'est un petit peu affolé de ce côté-là, et puis le combat est de plus en plus musclé, parce qu'on sent que les choses s'accélèrent. De fait, on a alors tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a jamais fait et écrit, est regroupé sur notre site internet lesantigones.fr. Et en fait, au début, on s'est un peu essayé à différents formats. On a fait pas mal d'actions un peu plus militantes. En fait, au tout départ, l'action qui a marqué la création d'Antigone, c'était une action coup de poing en fait, pour dénoncer les méthodes des féminines. Et puis aussi tout simplement la complaisance médiatique dont elles bénéficiaient, alors que leurs méthodes sont quand même des méthodes agite-propre plus que contestables, et à notre sens nuisaient tout simplement à l'image de la féminité, dans la mesure où c'est quand même compliqué de se plaindre que la femme est traitée comme un objet quand on se sert soi-même de son corps comme d'un objet. Voilà. Donc on dénonçait cette incohérence-là, et on dénonçait aussi l'ingérence étrangère dans tous les combats que menaient les fémènes, puisque nous on a toujours eu une politique de subsidiarité et une politique profondément localiste. Les problèmes locaux se gèrent à un niveau local, et d'ailleurs sur cette question-là, on a publié dernièrement un ou deux textes sur la question du Covid en essayant, je ne pense pas qu'on sera entendu, mais de militer en faveur d'une gestion de crise la plus locale possible, puisque l'on ne gère pas une crise de la même manière à Paris et à Mortain. Voilà. Alors le combat que vous avez actuellement sur l'instruction, sur l'enseignement, quand est-ce qu'il s'est vraiment révélé? Quand est-ce que c'est devenu votre priorité? Voilà, c'était il y a fort longtemps.
On a travaillé sur le fond des choses, sur la question de l'école telle qu'elle se présente en France, l'école donc laïque, républicaine, obligatoire, etc. Sur le principe, sur la formation des enfants, la formation, la transmission des valeurs aussi, parce que donc notre premier cycle de formation a été sur la question de la transmission, dans laquelle les femmes ont évidemment un rôle fondamental à la fois de transmission de la vie et puis de transmission aussi d'une certaine vision du monde, en étant le cœur du foyer tout simplement, et généralement celle qui passe le plus de temps quand même dans le couple auprès des enfants. Et puis là était arrivé un premier projet de loi qui était, il me semble, la proposition de loi d'Éric Ciotti, député LR à l'époque, qui visait à restreindre la possibilité de l'instruction en famille et surtout à resserrer la vis sur les contrôles sur leur contrat. Parce que depuis qu'on a commencé donc déjà tous ces travaux, les modalités d'ouverture d'une école hors contrat se sont excessivement compliquées. Les contrôles se sont durcis, les contrôles sur l'instruction en famille aussi. Et on assiste dernièrement à une nette accélération parce qu'il y a plusieurs lois qui ont été proposées, etc., qui viennent contredire le principe qui normalement est sauvegardé dans la loi française, qui est celui de l'instruction obligatoire. Normalement, l'instruction obligatoire, ça fait partie en fait tout simplement de la responsabilité des parents. Les parents, normalement, ont la responsabilité d'assurer donc la sécurité, la stabilité a priori psycho-affective des enfants et leur instruction. Et pour ce faire, pour que la responsabilité puisse s'exercer de manière pleine et entière, ils sont censés avoir toute l'attitude. Sinon, ils ne peuvent pas exercer une vraie responsabilité, s'ils n'ont pas le choix des modalités de cette instruction. Et donc, voilà, nous, on se passe du point de vue donc, du point de vue d'un ordre politique juste, qui est que cette liberté éducative repose entièrement sur les parents, et que ils sont, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, eux, personnels, en termes de culture, d'éducation, etc., ou le temps, ils peuvent déléguer cette responsabilité à l'école, etc. Et on voit qu'en France, on n'a plus du tout la liberté de choix, déjà à cause des contraintes économiques qui s'exercent sur le couple, parce que aujourd'hui le modèle prédominant c'est quand même celui de la famille à 2 salaires, donc pour faire le choix par exemple de l'instruction en famille c'est quand même compliqué, et par ailleurs ceux qui font les choix des écoles hors contrat ou encore aussi des privés sous contrat payent la double peine, puisque de toute façon l'école de la République est financée par leurs impôts, donc ils payent 2 fois. Donc déjà ce contexte-là nous avait un petit peu choqués. Et par ailleurs dernièrement donc, il y a une accélération de toutes ces lois liberticides, avec notamment la proposition, l'annonce de M. Macron il y a quelques temps, de sa volonté d'interdire l'instruction en famille. Il avait annoncé ça, il n'y avait pas de projet de loi en cours, etc. Sauf que donc, cette mesure, elle s'inscrit dans le projet de loi qui s'intitulait « Contre le séparatisme » avant, puisque c'était un projet de loi qui était clairement destiné à lutter contre le fondamentalisme musulman. Et ensuite, donc, ce projet de loi a été rebaptisé pour la défense des valeurs républicaines. Il est passé devant le Conseil d'État. Et là, je vous invite à ne pas croire les gros titres des médias qui titraient « Le Conseil d'État se prononce contre l'interdiction de l'instruction en famille ». Ces gros titres étaient fallacieux dans la mesure où, en fait, le Conseil d'État a juste statué que la mesure telle qu'elle était écrite n'était pas conforme aux lois en vigueur. Mais en fait, tout ce qui s'est passé, c'est que le projet de loi a été réécrit, présenté donc le 9 décembre, donc au 115e anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité, réécrite. Et la loi telle qu'elle est réécrite, c'est l'article 21 de la loi, je crois, stipule qu'en gros, on passe d'une obligation d'instruction à une obligation de scolarisation des enfants, à partir de ne plus de 6 ans, mais de 3 ans. Et il n'y a plus que quelques exceptions qui sont permises pour l'instruction en famille, qui sont la pratique intensive d'un sport, d'une activité artistique, évidemment la maladie ou le handicap, l'itinérance géographique et des situations individuelles propres à l'enfant. Grosso modo, il va falloir prouver que votre enfant de 15 ans fait pipi au lit tellement il a peur d'aller à l'école. Et par ailleurs, tout ça est soumis à autorisation des académies. Voilà. Donc, non seulement c'est injuste dans les faits, dans la mesure où il y a beaucoup de familles qui pratiquent l'instruction en famille dans lesquelles ça se passe très bien, où on remarque que les enfants ont plutôt d'ailleurs statistiquement des meilleurs résultats. C'est aussi injuste dans les excuses invoquées, puisque la proportion d'enfants musulmans là-dedans
est mais ridicule, de même d'ailleurs que dans le hors-contrat. Hein, je crois qu'il y a 4% d'écoles hors contrat. Donc pour vous, c'est juste cette lutte contre le séparatisme, c'est juste un épouvantail qu'on agite pour mieux continuer à détruire le modèle familial. C'est l'épouvantail. On a un texte sur notre site que je vous invite à lire là-dessus, c'est terrorisme, la bonne excuse. En fait, on se sert de cette excuse du terrorisme pour faire des lois sécuritaires. Mais on se contente en fait de mettre des petits pansements sur les conséquences, parce que déjà, et par ailleurs de se servir de ce problème pour faire passer des lois qui sont tout simplement des lois totalitaires. Sur ce sujet-là, les statistiques sont assez formelles. Les derniers terroristes en date sont passés par les écoles de la République. Il n'y en a pas un qui a bénéficié de l'instruction en famille, il faut quand même le rappeler. Et la plupart des écoles fondamentalistes qui sont pointées du doigt sont des écoles qui sont illégales, et ce sont des écoles aussi où certains vont en dehors des périodes de cours alors qu'ils sont scolarisés par ailleurs. Ça n'a rien à voir, c'est une excuse, une énorme excuse. Deuxième chose quand même, ce serait une réalité que ça ne suffirait pas à justifier une loi qui est inique sur son principe. Le problème n'est pas l'instruction en famille ou la liberté éducative, le problème ne peut jamais être une liberté publique. Le problème, c'est qu'il y a sur notre sol des gens qui tout simplement ont une haine de la France et des Français. Ce sont deux choses séparées. On ne va pas interdire aux gens d'exercer les libertés qui sont leurs droits politiques les plus fondamentaux juste pour pouvoir serrer la vis sur quelques-uns. C'est sur le principe délirant. Et par ailleurs, cette histoire de fondamentalisme musulman n'est dans le cas de la liberté éducative qu'une énorme excuse. Mais c'est le cas pour tout ce qui est des autres libertés qui sont dans le viseur à l'heure actuelle, parce que la loi sur la fameuse loi sur le séparatisme, il y a les manifs en cours actuellement, mais il y a comparution immédiate pour propos haineux sur les réseaux sociaux, il y a le fait de ne plus pouvoir filmer et diffuser des images de policiers qui exercent des violences policières. On explique que tout ça c'est parce que y a quelques fondamentalismes qui posent problème, mais sauf que en fait là dernièrement c'était je crois un journaliste de gauche qui s'est fait embarquer par les flics en pleine manif, qui n'avait rien d'un terroriste, voilà. Et ceux qui paraissent pour propos haineux sur les réseaux sociaux, c'est pareil, ce sont en grande majorité des gens qui n'ont rien à voir avec cette mouvance-là. Alors vous, votre idéal serait lequel alors? Quels éléments de réponse vous pourriez amener aux problèmes sociétaux qu'il y a actuellement, à la relation qu'il peut y avoir aussi avec l'islam, parce que ce qui est avancé aussi par l'État, c'est de dire, justement pour éviter les fondamentalismes, on essaie de sortir le plus possible les enfants d'un milieu fermé pour les mettre dans les écoles de la République. Cet aspect du problème, comment on le gère? Vous avez 2 heures, plus que ça. Y a plein de réponses à apporter. La première, c'est celle des principes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bafouer les principes politiques de base d'une société juste pour un problème qui est un problème circonstanciel. Si on veut rester des personnes libres et vivre dans une société juste qui garantit nos libertés, de toute façon, ça, ce problème est mis à part. Donc, pour ce qui est de la liberté éducative, on la maintient. Et c'est l'instruction qui reste obligatoire et pas la scolarisation, de manière à ce que les gens qui veulent exercer cette liberté puissent le faire, et de manière à ce que la responsabilité parentale puisse s'exercer de manière pleine et entière. De même pour la fameuse loi sur la fessée, hein. On peut avoir des débats sur les méthodes éducatives, c'est bienvenu, c'est très bien de se remettre en question, mais que l'État nous dise comment élever nos enfants, ça c'est du délire. Il y a des lois qui existent pour les questions de maltraitance, et justement elles existent parce qu'il y a une obligation, parce qu'il y a cette responsabilité parentale. C'est quand les gens manquent à ce devoir fondamental qu'il y a des lois qui vont pouvoir leur enlever leur enfant. C'est pas l'État qui est responsable de nos enfants. Et par ailleurs, c'est aussi tout un modèle de société en fait qu'il faut remettre à sa place. Ce n'est pas l'État dont nous dépendons et qui nous octroie des libertés selon son bon vouloir, hein. C'est tout simplement la famille qui est la cellule de base de la société. Pourquoi? Parce que à la base de la famille, il y a le couple homme-femme qui est potentiellement fécond. Même si dans les faits, telle ou telle famille ne le sera pas, pour X raisons. La famille est la cellule de base de la société. Les parents ont l'autorité, et notamment via cette figure symbolique du père de famille, et c'est cette autorité qui est déléguée ensuite aux échelons supérieurs. C'est dans ce sens-là qu'il faut concevoir les choses. Et à ce titre-là, nous, c'est aussi
ce principe politique de base qui fait qu'on milite en faveur d'une plus grande subsidiarité, donc plus de pouvoir aux échelons locaux. Donc déjà, je pense que c'est un premier élément de réponse, c'est d'avoir beaucoup plus de pouvoir aux échelons locaux pour gérer les problèmes locaux localement, parce qu'effectivement, le problème du fondamentalisme religieux n'est pas du tout le même dans des régions où il y a peu d'immigration, dans des régions où il y en a plus, dans des localités où il n'y en a pas, dans des localités où il y en a plus. Et puis, bon, pour l'ensemble des problèmes de vie courante, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus cohérent. Ensuite, pour ce qui est de ce problème-là, il faut regarder la réalité en face. Ce n'est pas en masquant le problème, en faisant des lois sur le voile ou en interdisant, en enlevant leurs enfants en famille musulmane, que ces familles vont disparaître. Non, c'est totalement illusoire, en fait. De toute façon, ce sont des gens qui sont dans l'illégalité. Ce sont des gens qui quand on attaque la France et les Français, c'est qu'on n'aime pas la France et les Français. D'accord ? Donc là, il y a énormément de mesures à proposer. Il y a évidemment un minimum de contrôle des frontières et des personnes qui rentrent sur des questions circonstancielles comme les retours des combattants en Syrie. Donc quand quelqu'un va combattre pour un autre pays, il se met lui-même en situation d'être jugé pour trahison quand même. Il y a énormément de mesures qui peuvent être mises en place, qui peuvent être pensées, qui ne sont pas attentatoires de nos libertés. Voilà. Et voilà, arrêter de faire des lois qui sont totalement circonstancielles et délirantes là-dessus. Et justement, parce que je pense qu'un des travers de ça, c'est aussi que, en fait, comme la loi sur le voile, c'est juste une manière de cacher la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on ne voit plus de femmes voilées qu'il n'y a plus de femmes qui ont envie de se voiler. C'est juste cacher la réalité, alors que la réalité, c'est qu'il y a un gros problème à ce niveau-là en France, avec simplement des communautés qui ne se mélangent plus, qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. Et pour essayer de remettre un peu de liant dans cette société qui est une société de gens atomisés, qu'est-ce qu'on fait ? On va forcer tout le monde à aller à l'école pour qu'ils boivent le bon petit lait des valeurs républicaines pour essayer de recréer artificiellement un ciment social. Ça ne fonctionne pas. C'est l'histoire de la France depuis 200 ans où on essaie de créer une cohésion sociale fictive à partir d'une idéologie. Et là, je m'égare un peu, mais il faut quand même voir qu'on fait une loi sur les principes républicains, alors que personne, normalement, en France, ne devrait être obligé d'aimer la République. La République est un régime politique. On a une République depuis 200 ans. On est français, on n'est pas républicain. Entre la nation et la République, que font les avec la patrie et la République. Et là, sur la question des libertés, moi, j'invite tout le monde à relire Bernanos, La France contre les robots, qui est éloquent là-dessus et qui fait remonter très très loin les racines de ces problèmes-là. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a énormément d'éléments de réponse là-dessus, et il y a, je pense, énormément de direction personnelle quant à la manière de se positionner vis-à-vis de ces questions-là. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, là ? Pourquoi il y a un État qui veut nous faire absolument aimer la République, qui veut absolument que la famille subsidiaire comme atome du peuple, finalement, composante principale, soit détruite ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Il y a une conjonction de facteurs énorme, c'est-à-dire qu'on hérite d'un contexte. Déjà, moi, ce qui m'occupe, ce sur quoi je travaille, c'est beaucoup plus l'histoire de la pensée et la question des principes, voilà, philosophiques et politiques. On hérite d'un contexte global dans lequel s'inscrit cette conception de l'État, cette conception politique, qui est celle, là, pour le coup, des théoriciens du contrat, qui conçoivent la société, et là c'est une rupture majeure en termes politiques. On conçoit la société non plus comme un tout organique, qui est la vision médiévale, mais la vision traditionnelle des choses, la vision aristotélicienne. La société n'est plus un tout organique, où chacun se situe en lien, père, fils, fille, mère, au sein d'un chaînon humain. Et puis avec des liens de voisinage, etc., puis une place dans la société. On conçoit les individus on conçoit plus les personnes, mais les individus comme étant isolés, libres et autonomes, ce qui est totalement fictif, et ce qui pousse à une conception de la société qui donne une place à l'État qui n'est pas celle qui lui revient naturellement. C'est-à-dire que du coup, on est plein de petits individus juxtaposés qui déléguons, selon ces théories, notre autorité et l'exercice légitime de la violence à l'État. Première erreur à mon sens. En même temps, il y a d'autres courants de pensée qui, de la même façon, déracinent en fait l'être humain. Il y a toute la pensée sartrienne
de la liberté comme autodétermination, c'est-à-dire je suis ce que je fais et pour être pleinement libre, il faut que je me débarrasse de tous mes déterminismes. Donc donc ma terre, donc ma famille, donc tout ce qui me façonne en fait, tout ce qui pourrait m'empêcher d'utiliser mon libre arbitre pleinement, tout ça c'est des choses à jeter, il faut s'en détacher. C'est la pensée dont hérite Simone de Beauvoir d'ailleurs, hein, dans laquelle sous la paternité duquel, c'est amusant, se situe tout le féminisme français moderne. Et tout ça c'est avec un mépris du corps et de la chair et du coup de tout ce qu'implique le corps, c'est-à-dire effectivement un enracinement, c'est-à-dire un héritage, une transmission biologique aussi. Il y a un mépris de tout ça qui est héritier donc de toute cette tradition philosophique, et il y a bien sûr toute la pensée économique du capitalisme qui, loin d'être un simple système économique, est aussi toute une école de pensée. Et tous les théoriciens en fait du capitalisme moderne ont une pensée de l'homme aussi à la base de leur pensée économique, et ce capitalisme a été érigé non plus en modèle économique mais en modèle de société. On reprend ses penseurs, c'est-à-dire que pour être un bon consommateur, l'être humain doit pouvoir exercer pleinement, c'est pareil, doit être un être purement rationnel, voilà, et voir là où est son intérêt. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre en compte la protection de sa famille, au lieu de prendre en compte ses amitiés, ses inimitiés, il faut qu'il ne voit que son intérêt. C'est comme ça que roule la machine économique et donc la société capitaliste. Mais là aussi, on déchire l'homme d'une partie de lui-même, là aussi on le déracine. Et toute cette histoire de la pensée, toutes ces différentes conjonctions de facteurs, créent un état déconnecté de la population, et un état qui n'a plus aucune légitimité puisqu'il n'émane pas, il n'est pas une incarnation du peuple, il n'est pas une incarnation d'un pays, c'est simplement une entité technicienne, une entité gestionnaire qui est là pour faciliter les échanges économiques, et puis grosso modo c'est le contremaître dans une économie mondialisée, quoi. Et évidemment il y a cette tentation qui hérite de tous ces facteurs-là, de toutes ces pensées-là, cette tentation de tout gérer au niveau mondial. C'est-à-dire que dans la pensée capitaliste notamment, qu'est-ce qu'on promet? Pourquoi on veut que cet homme soit déconnecté, qu'il agisse simplement par intérêt? Parce qu'on lui promet derrière, on pense que les liens économiques étant très forts entre les nations, elles ne pourront plus se combattre. Et du coup, il y aura paix, prospérité, bonheur pour tous. C'est méconnaître totalement ce qu'est l'être humain, déjà. Mais du coup, ça invite aussi à une gouvernance évidemment de plus en plus large, donc au niveau européen d'abord, au niveau mondial ensuite, etc. Toute cette tentation-là, c'est une folie qui est totalement déconnectée de ce qu'est l'être humain, et c'est une folie qui rejoint toutes les utopies de faire un homme nouveau, en fait, un homme nouveau qui serait purement rationnel, qui n'aurait pas de passion, etc. Je vais faire remonter ça loin, mais pour tout ce qui est justement de cette déconnexion de tout ce qui est corporel, de tout ce qui est enracinement, c'est une folie qui remonte dans toute l'histoire occidentale. C'est un dualisme qui existe, qui traverse toute l'histoire occidentale, mais qu'on a mis en place dernièrement, avec des moyens techniques énormes, et qui devient implacable, dont ça devient extrêmement difficile de sortir, parce que nous avons des moyens techniques qui permettent à cette utopie de se réaliser, parce que nous avons les moyens techniques de mettre en place la surveillance de masse, ce qui est à la fois un impératif idéologique mais aussi un impératif pratique, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire obéir un ordinateur qu'un fonctionnaire de police, malgré tout ce qu'on peut penser. Ils font grève parfois. Et puis tout cet univers technique que nous dénonçons à travers les violences faites aux femmes, qui est la technique autour du corps et de la gestation, donc tout ce qui va être gestation pour autrui, etc., où de même on sépare le corps et l'esprit. Voilà. Et alors justement, dans ce contexte-là, comment est-ce que vous, avec votre discours de famille traditionnelle ringarde, d'instruction à la maison, de femme au foyer, de lutte contre le capitalisme, même si ça fait bien de le dire, tout le monde l'est, mais en fait personne n'est au fond, comment est-ce que vous espérez, comment est-ce que vous voyez une lueur d'espoir là-dedans? Comment vous pensez être entendu? Comment vous pensez faire progresser sur le chemin des idées? Petite touche par petite touche. C'est-à-dire que déjà, de toute façon, je suis persuadée qu'un discours de vérité est plus propre à convaincre qu'un mensonge. Donc déjà, le fait de crier haut et fort ce qu'on pense et l'ordre naturel des choses, il y a un moment où ça finit par convaincre, et puis même si on convainc qu'une personne à la fois, c'est déjà ça.
Et puis tout simplement parce que je pense que toute cette organisation des choses est profondément délétère et mortifère. C'est-à-dire que de toute façon, une société qui est conçue comme ça, d'une manière purement technicienne, est vouée à mourir. De toute façon. Tout simplement parce qu'elle n'a plus rien d'un organisme vivant. Donc, et on le voit, enfin, c'est l'essoufflement dans cette surveillance de masse, dans cette technique à plus savoir qu'en faire, qui fait des sortes de zombies, ou alors des gens qui pactisent avec ce système de pensée-là, en refusant d'avoir des enfants, en rejetant les autres, en étant seulement centrés sur leur égoïsme personnel. Sauf que derrière, les seules choses qui survivront de ce monde-là, qui commence quand même à se déliter, ça va être les organismes purement vivants. C'est-à-dire, effectivement, des familles qui vivent une vie avec un maximum d'autonomie, voilà, que ce soit alimentaire, énergétique, et que ce soit aussi tout simplement dans la circulation, voilà, des biens et des personnes, et des compétences, des savoir-faire. Donc je pense que là, il y a énormément de travail à faire sur le fait de recréer, voilà, des communautés naturelles là où elles sont, à travers toutes les communautés naturelles qu'on peut avoir. La famille d'abord, évidemment, mais la famille au sens élargi, hein, le voisinage, s'ancrer localement. Et tout ce qui est, voilà, les structures comme la paroisse ou encore les regroupements professionnels sur des vrais métiers, hein, pas le trader des grandes tours de la défense, mais là il y a énormément de regroupements sains qui peuvent se faire pour justement tout simplement reposer des bases pour une société qui soit plus juste et plus saine. C'est ce que font déjà un certain nombre de milieux politiques, hein. Je pense à un sujet qui nous a un peu occupé avec Antigone, qui était celui de la naissance et du suivi de grossesse. À l'heure actuelle, c'est un univers qui est extrêmement technique. Voilà, c'est des rendez-vous médicaux sur rendez-vous médicaux sur rendez-vous médicaux avec des tests, des machins, des échos, etc., des mesures, des poids. Et ce qui peut être à la fois très rassurant, hein, parce qu'on vit dans une société du risque, donc évidemment on crée une peur aussi chez les parents de la malformation, une peur du danger, de machin, etc. Puis on nous répète que madame risque de mourir en couche, alors que les statistiques sont quand même un peu plus nuancées, mais je vais pas me lancer sur ce sujet-là. Et il n'y a aucun accompagnement en fait de tout ce changement, de toute cette étape de vie. Ça a beaucoup choqué, ça choque beaucoup dans certains milieux. Et par exemple, il y a pas mal de gens à gauche qui se sont regroupés, des sages-femmes qui sont militantes, qui militent pour justement la liberté de pouvoir accoucher à domicile ou en structure, mais de manière beaucoup plus naturelle, etc. Sans vouloir supprimer pour autant la possibilité d'un accouchement médicalisé. Hein. Mais ces gens-là se sont regroupés professionnellement. Voilà, font des regroupements, essaient de faire pression, s'entraident, pour pouvoir offrir une alternative aux femmes et aux couples. Et là, il y a déjà un embryon de solution. Donc faire ça, justement, avec ces communautés locales, pouvoir, je vois, il y a énormément de choses là autour de Noël qui se sont faites, des boutiques d'artisans enracinés, etc., de bonnes adresses qui se sont échangées pour faire vivre des gens qui font un travail local, qui font un travail de qualité. Ça, c'est des super initiatives. Et après, évidemment, il y a le combat des idées sur lesquels, voilà, nous, on travaille sur la question de la complémentarité. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels il faut travailler, évidemment. Et puis, je pense que malgré tout, il ne faut pas abandonner le combat légal parce que malgré tout, c'est notre devoir, hein, qu'il y a des gens qui le font très bien, mais voilà, que les avocats continuent à faire des référés liberté, que tous ceux qui travaillent en politique continuent à s'opposer, même si ce combat-là a peu de chances d'aboutir, il faut qu'il soit mené, parce que ça va faire réfléchir d'autres personnes, parce que ça va faire changer d'autres personnes. Il y a des relais actuellement, là pour revenir sur le combat spécifique de l'instruction en famille, est-ce qu'il y a des relais politiques, ou est-ce que vraiment c'est le néant Il y en a quelques-uns, il y a la Fondation pour l'école, qui s'est regroupé pour essayer de mener des initiatives. Nous, on est en contact avec le collectif d'avocats qui avait fait un appel dans Valeurs Actuelles et qui va essayer de faire quelques recours juridiques. Voilà. Et il y a quelques députés et sénateurs qui malgré tout, s'opposent à cette mesure. Nous, on a proposé aux gens d'écrire une lettre, tout simplement, à leurs députés, à leurs sénateurs. Et éventuellement, si vous n'avez pas forcément envie de dépenser un timbre sur vos députés et vos sénateurs, il suffit de copier-coller et d'envoyer par mail, ou même quand on a beaucoup de temps, le faire à tous ceux qui existent. Et malgré tout, j'ai reçu une réponse d'un des sénateurs de la Manche, disant que oui, il trouvait ça scandaleux aussi, et que lui, il allait se battre en faveur de la liberté éducative. Comme quoi, c'est pas totalement perdu. Et plus il y aura de gens qui font ce genre de démarche, plus voilà, ça fera bouger les choses, petit à petit, petit pas par petit pas.
Je pense pas que ce soit une fin en soi, notre initiative. C'est un point de départ et puis c'est un moyen pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de faire autre chose. Voilà. Mais donc il y a des relais, il y a la Fondation pour l'école auprès desquelles c'est possible de se renseigner sur les initiatives qui vont être menées. Il y a d'autres associations locales dont vous avez pu entendre parler qui mènent le même combat que vous sur d'autres coins de la Normandie, même sur d'autres régions en France? Alors c'est plutôt sur toute la France, c'est-à-dire que il y a énormément de groupes Facebook qui se font autour de l'instruction en famille, que je suis du coup de loin, parce que moi c'est pas un choix que j'ai fait personnellement, mais du coup que je suis, parce que voilà, ça me semble être une liberté essentielle, peut-être qu'un jour je le ferai, si c'est encore possible. Et du coup, il y a quelques modèles de lettres qui ont circulé, il y a quelques initiatives qui ont circulé aussi. Donc là, il faut aller directement sur ces groupes-là, voir les idées qui ont circulé. Et c'est plus au niveau des groupes de parents qui font déjà. Et c'est là où nous, justement, on a voulu proposer quelque chose de différent. C'est-à-dire que les lettres qui ont circulé et les initiatives qui ont circulé, c'était beaucoup dans les milieux de ceux qui pratiquent déjà l'instruction en famille et qui du coup voulaient montrer que en fait ça se passe très bien pour eux, que leurs enfants sont très épanouis et qu'ils le font pour des raisons tout autres que celles dénoncées dans la loi et qui parfois sont effectivement les critiques de certaines méthodes éducatives et puis d'un certain état d'esprit de l'école, ce sur quoi ce serait sain que l'école se remette en question face à ces critiques au lieu de simplement vouloir les supprimer. Mais du coup, c'était des arguments qui étaient très circonstanciels à notre sens. Et nous, justement, le modèle de lettres qu'on propose, c'est un modèle de lettres qui se concentre uniquement sur la question du principe. Voilà, du principe politique. Je pense que c'est sain de rappeler le principe politique à la base de cette liberté éducative, parce que sinon, on se noie dans des arguments de circonstance et dans des statistiques pour savoir qui est le plus épanoui. Alors que ça n'est pas ça le fond du problème. Voilà. Vous avez il y a un profil de famille ou de type de personne qui va plus pratiquer l'instruction à domicile, ceux qui vont plus aller en école hors contrat ou en école privée sous contrat. Parce que c'est vrai que le gouvernement a parlé de fondamentalisme religieux volontairement en semant le flou, le doute aussi, en mettant pourquoi pas du fondamentalisme catholique que eux voient. La loi d'ailleurs qui est en cours ne précise pas, puisqu'elle n'a pas la possibilité de préciser de quel fondamentalisme religieux il parle, mais de toute façon tout est regroupé sur cette coupe très floue d'intégrisme religieux, de fondamentalisme religieux, sous lequel peuvent tomber à peu près n'importe quelle religion, soyons très clairs. Et je pense que les catholiques qui s'opposent à l'avortement, les catholiques qui s'opposent au mariage gay, etc., sont très clairement dans quelque chose d'extrêmement fondamentaliste et intégriste du point de vue du gouvernement, d'autant plus que la grille de lecture de cette loi, c'est encore une fois les principes républicains, dans lesquels sont mentionnés en préambule la laïcité et l'égalité homme-femme telle que conçue par le gouvernement, qui n'est pas du tout une égalité devant la loi, mais qui est une parité stricte à chaque niveau et qui est une forme d'indifférenciation. Donc à ce niveau-là, je pense que il est permis de tout imaginer. Et d'ailleurs, il y a aussi dans cette loi un petit article, une petite dédicace spéciale pour les hors-contrats, qui sont dans l'article 22, mis sur le même plan quand même, dans la même phrase que les écoles illégales. Voilà, et du coup pour elle, le coup près va tomber, c'est-à-dire qu'avant, pour fermer une école hors contrat, il fallait faire passer cette affaire devant un juge, et il fallait que ce soit pour trouble, atteinte à l'ordre public, ou parce que l'école présentait des risques pour la salubrité des enfants, quoi. Et maintenant, si cette loi passe, espérons qu'elle ne passe pas, l'école pourra être fermée par simple décision administrative, c'est-à-dire que l'école est fermée, et ensuite on passe devant le juge, donc l'école n'a que ses beaux yeux pour pleurer, et sur des critères qui vont être définis ultérieurement par ordonnance ou par décret, et dont on a tout à craindre étant donné que cette loi se place sous l'égide des principes républicains. Auquel cas, je sais pas, on peut imaginer la parité stricte dans les enseignants, on peut imaginer que effectivement un enseignement délivré sur la complémentarité qu'on oppose à l'heure actuelle à l'égalité pourrait tomber sous le coup de la loi. On peut tout imaginer. Là aujourd'hui, c'est donc ce texte, il est à l'état de projet de loi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir proche? Est-ce que vous êtes fataliste ou est-ce que vous y croyez vraiment? Je vous ai à moitié répondu déjà. Je crois que les recours légaux doivent être menés, que ces combats doivent être menés parce que nous le devons, tout simplement, et parce que en fait, tout combat qu'on ne mène pas est perdu d'avance. Donc clairement, faisons-le. Quitte à être les derniers des Mohicans, au moins autant perdre la partie, la hache à la main et fièrement.
Mais sauf que derrière, évidemment, sachant que les recours ont peu de chances d'aboutir, ou alors, s'ils aboutissent à cette tentative-là, une loi du même acabit va être représentée dans 5 ans. Enfin, c'était déjà ce qui était proposé dans la loi Ciotti. C'est-à-dire que cette idée de scolarisation obligatoire et pas d'instruction obligatoire, ça commence en 98. Il y a une loi qui explique qu'en 98, oui, l'instruction est garantie, la liberté d'instruction est garantie, mais la scolarisation dans les écoles publiques, laïques et républicaines reste la norme et à partir de laquelle il faut j'ai plus le texte exact en tête, mais à partir de laquelle tout doit découler. Donc ça date depuis 98. Tout ça ne sont que qu'un délai, mais sauf que tout délai est bon à prendre, puisque tout délai permet derrière de s'organiser, permet à nos enfants de grandir aussi un peu plus sainement pendant quelques temps, et puis bon, à force de taper dans le mur, peut-être qu'un jour il va finir par s'écrouler aussi. Mais évidemment, pour moi, ces recours légaux-là ne sont qu'un point de départ. Bon. Et effectivement, tout le monde n'a pas forcément les mêmes combats à mener, chacun à sa place fait ce qu'il a à faire. Mais voilà, moi je pourrais pas ne pas le mener. Je vais plutôt dire ça comme ça. Et dans tous les combats qu'il y a à mener, des Antigones, vous savez quel sera le prochain? Ah, il y en a plein. Nous, notre combat de fond, c'est vraiment de rappeler ces principes, de rappeler à tout cet ordre du monde, toute cette loi naturelle, donc la défense de nos libertés publiques en ce moment, ça prend cette forme-là en particulier en ce moment, mais c'est grosso modo voilà, un ordre du monde qui est que voilà, on est des êtres de relations, on est des êtres enracinés, que ce sont des choses qu'il faut respecter, et surtout le combat en faveur d'une vision des sexes, d'un rapport entre les sexes marqué par la complémentarité. Ça, on a déjà publié une émission sur le sujet, et la deuxième paraît pour Noël. Des émissions qu'on peut retrouver sur votre site internet? Sur notre site internet, elles sont publiées, et on a un YouTube aussi sur lesquels vous pouvez les retrouver. Et voilà, c'est des émissions de fond pour réexpliquer l'importance de la complémentarité, pour expliquer ce que c'est. Parce que c'est vrai qu'on est aussi à une époque où ces choses de bon sens qui devraient, en fait, c'est normalement dans une organisation, dans les organisations sociales qu'on a connues jusqu'à l'époque moderne, c'était des choses qui allaient de soi, dont on ne parlait pas. Et nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, voilà, en discutant avec d'autres personnes, qu'on nous dise mais pourquoi vous travaillez là-dessus? Enfin, c'est une évidence telle, la complémentarité. Oui, sauf que non. Quand nos enfants vont à l'école et qu'ils entendent tout l'inverse, mais au bout d'un moment, ils risquent de finir par douter de ça. Et à force de manquer d'arguments pour défendre leur point de vue, on finit par se demander si on n'est pas seul au monde à penser ce qu'on pense, si on n'est pas fou. Il faut donner à notre génération et à celles qui vont suivre les arguments pour défendre tout simplement l'ordre dans lequel ils veulent vivre et qu'ils veulent transmettre à leurs enfants. C'est pour ça que nous, on mène ce combat-là. En soi, on ne devrait pas exister. Et donc je pense que c'est quelque chose de sain à rappeler, et nous du coup on essaie de donner des arguments à tous les hommes et les femmes de bonne volonté pour justement faire perdurer cette vision du monde, parce qu'elle est saine et parce qu'elle permet en fait un demain tout simplement, et parce que ce sont en fait les arguments fondamentaux qui justifient le combat contre toutes les les très grandes luttes qu'il y a à mener, plus circonstancielles, qui sont effectivement la question de la PMA, la question de la GPA, de la marchandisation des corps en général, hein, la question de l'euthanasie ou la question de la liberté éducative, ou la question des libertés publiques en général, tout le combat contre ces lois en faveur de l'égalité qui en font une sorte d'idéologie complètement délirante. Voilà, donc nous on essaie de faire ce travail-là. Et c'est pas le seul combat à mener, mais c'est celui qu'on mène. Et après, je pense que par rapport au travail qu'on fait, nous on essaie de mettre à disposition des ressources pour que les gens puissent se former sur ces sujets-là. Donc juste le fait d'écouter, d'avoir ces arguments-là et d'avoir ces sains rappels, je pense, sont déjà quelque chose d'utile.